Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc, également de Charles et de Franck, co-réalisateurs du projet Pixel Art, un road movie documentaire dont nous allons parler tout de suite. Bienvenue dans Extra Life. Alors Charles et Franck, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, nous dire un petit peu quel est votre parcours, et ensuite on attaquera le cœur du sujet pour parler de Pixel Art. Bien, déjà, allez, j'y vais. Ouais. Donc je m'appelle Charles, je suis l'auteur du projet, je suis le co-réal, le réal principal c'est Franck. C'est moi qui ai eu l'idée du projet il y a un an et demi. Je bossais à Ubisoft à ce moment-là. Ouais. J'ai une formation d'associé de producteur, donc en gros de producteur, manager de production de jeux vidéo. Et je bossais sur le projet Just Dance à Ubisoft, donc à Ubisoft Paris. Avant ça, j'avais fait une école de jeux vidéo qui s'appelle l'Engmin, donc l'école nationale du jeu à Angoulême. En section chef de projet, mais je faisais aussi du game design à ce moment-là. J'avais réalisé un jeu pendant mes études, enfin j'avais réalisé. Avec mon équipe, on avait réalisé un jeu dont j'avais fait le concept, qui s'appelle White, un autre qui s'appelait Perspective, donc des projets étudiants. Et puis pendant toute cette période, donc j'ai toujours été passionné de jeu et j'ai toujours voulu m'intéresser un peu à ce qu'il y avait derrière le jeu, c'est-à-dire les créateurs, les personnes qui sont derrière. Ça m'a toujours un peu plus intéressé que l'aspect technique. Je dois l'avouer, c'est pour ça que le management c'était aussi une manière d'être en contact des équipes et de bosser avec ces personnes-là, de bosser avec des créateurs, avec tous les corps de métier. Et l'idée du projet m'est venue comme ça. Ok. Et toi Franck? Et moi donc, j'ai pas du tout le même profil, puisqu'en l'occurrence... Ça tombe bien. Ouais, ça tombe pas mal. Moi je suis réalisateur en télé principalement, c'est-à-dire que j'ai fait des sujets pendant des années, ensuite j'ai fait du documentaire. À la base, je suis spécialisé dans tout ce qui est aventure, environnement, science, donc rien à voir. Et depuis quelques années, je fais de la réal d'émissions de télé, principalement On n'est pas que des cobayes sur France 5, j'ai bossé un peu pour France 3, pour OCS, bref, différentes chaînes. Et puis voilà. Toi tu as l'expertise technique, et toi c'est plus l'expertise édito. C'est ça. Est-ce que vous pouvez maintenant nous faire le pitch un petit peu du projet Pixel Art? Allez. Donc c'est quoi exactement? Puisque du coup C'est Pixel Art l'exercice. c'est pas uniquement un documentaire. Donc moi je vais griller quelques trucs. Allez. C'est un road movie documentaire où vous allez suivre donc 6 personnes, 6 créateurs de jeux vidéo, dont 3 très connus. Mais également derrière avec ce projet, il y aura un projet de webdoc, il y aura également une game jam, il y aura également une exposition. Et le tout est en ce moment en cours de financement participatif sur le site Ulule. Donc voilà. Donc, C'est parfaitement résumé, on peut y aller. nickel. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler du début du projet? Ouais. Donc ça s'est lancé comment et comment vous avez choisi les 6 créatifs sélectionnés? C'est ça. Nous, ce qu'on met en avant vraiment, c'est que c'est un film. Ouais. Voilà. C'est un film sur l'aspect humain du jeu vidéo. Ça s'appelle Pixel Art avec un H et un E, donc comme le cœur. Parce qu'on veut montrer ce qui est à l'origine du jeu, ce qui en est la source. Et donc, ce qui est la source pour nous du jeu, c'est l'humain, c'est les personnes qui y a derrière. Et pour raconter ça, vu qu'on parle de jeux vidéo, on s'est dit qu'on allait faire un film. C'est là où j'ai eu besoin de Franck et de toute l'équipe donc de Rockfilm, on va parler aussi. Et comme l'ADN du jeu vidéo, c'est l'interactivité, donc on s'est dit parler de jeux vidéo en faisant juste un film, c'est déjà pas mal. Mais on avait envie de le compléter par une approche interactive. Donc il y a aussi des jeux vidéo. Et il y a aussi, donc, comme tu disais, un webdoc et une expo. Mais vraiment, le cœur, c'est le film et les jeux. Ok, et le tout est lié. Donc ce qui est Tout est rigolo, je sais pas si tu as vu ça Médoc, c'est que du coup sur les 6 créateurs, donc les 6 créateurs déjà on va donner leur nom, donc il y a Mark Healy, donc de Media Molecule, donc le mec qui a fait Little Big Planet, il y a également Robin Hunicke, et donc du coup qui a bossé sur les Sims, mais également Journey, en particulier Journey, et Eram Tawaya, voilà, qui vient du Ghana et qui a bossé sur un jeu qui s'appelle Africa's Legends. Exactement. C'est Donc, en train de faire en ce moment. Et il y a aussi Tetsuya Mizuguchi, que vous connaissez très bien ici. On a fait pas mal d'interviews avec lui, donc le créateur de Rez, de Child of Eden, etc. On a également Edmundo Bordeu, du Chili. Donc c'est vraiment un projet international. C'est vraiment 6 rencontres dans 6 pays complètement différents. Et l'Inde. Et donc là, en cours d'identification. Exactement. Alors En fait- c'est quoi? C'est une surprise ou c'est pour Alors l'instant? non, c'est pas la surprise. En fait, on s'est dit, enfin, je me suis dit à la base, le jeu vidéo, c'est plein de cultures. On parle toujours, donc forcément, de la même culture du jeu, les cultures occidentales, japonaises, du même type de jeu, en tout cas de la surface émergée de l'iceberg. En tout ça, il y a des personnes et il y a plein de pays qui font du jeu vidéo. Donc on s'est dit, on va prendre des créateurs. Donc c'est liste non exhaustive. On en a choisi 6, on a sélectionné 6 pour montrer des choses très différentes. Donc on aurait pu aller dans plein d'autres pays, mais il fallait en choisir des bien pertinents. Puis on a aussi trouvé ces personnes qui sont géniales, des créateurs connus comme tu le disais et d'autres moins connus. Et donc c'était l'idée de montrer du jeu comme on l'attend, entre guillemets, mais malgré tout
comment on fait ces jeux-là un peu attendus comme Little Big Planet quand on est un créateur et qu'on a aussi des passions, une vie de famille et plein de choses à côté. Donc c'est vraiment des vrais portraits de ces personnes-là telles qu'elles sont et des créateurs plus inattendus. Donc tu citais, on a l'Afrique, on a le Chili. Au Chili, d'ailleurs, ils ont fait quand même un jeu un peu connu qui s'appelle Xenoclash, en tout cas qui a eu une résonance mondiale. Et pourquoi l'Inde? Alors pourquoi il est en cours d'identification? Parce que en vrai, on l'a pas encore choisi à 100%. On a plein de pistes assez sérieuses, mais on n'a pas encore validé, défini qui c'était. Mais on savait qu'on voulait aller en Inde. Alors il y en a en fait, on a choisi le créateur, par exemple Markel, on s'est dit, on connaît ce mec-là, il a fait Little Big Planet, c'est génial. L'Inde, on est parti d'une autre approche, on s'est dit, on sait ce qui se passe en Inde. Tout le monde ne le sait pas forcément. Moi, je bossais sur Just Dance, on bossait avec l'Inde. Tous les gros studios, en tout cas une très grosse partie des gros studios mondiaux, bossent avec l'Inde pour faire de l'externalisation, donc du test, mais pas seulement. Il y a aussi du level design, il y a aussi du graphisme maintenant, de la prog forcément. Et on veut montrer ce qu'est donc ce pays où on s'attend à trouver des développeurs, mais en fait il y a plus que ça. Et il y a aussi un vrai marché du jeu qui émerge. Et comment un mec qui a envie de faire du jeu vidéo là-bas, donc un créateur qui veut faire du jeu vidéo, comment il peut se débrouiller pour faire du jeu à lui, enfin en tout cas ancré dans leur culture, dans leur pays à eux, tout en étant face à une industrie qui en fait est bouffée par tout le reste du monde qui vient faire leur jeu chez eux. Donc c'était une problématique là, spécifique à l'Inde qu'on a envie d'aborder. Donc en fait on a vraiment choisi d'aborder 6 personnes pour 6 destins, 6 parcours atypiques et 6 thématiques différentes. Certains c'est plus leur pays, d'autres c'est plus leur ville, d'autres c'est plus leur jeu, etc. Alors il y a une question que je me pose dans la mesure où à la base, donc vous présentez, ça va être un documentaire. Bon, il y a toute la dimension transmédia, tout ça, le jeu vidéo, tout ça. Mais justement, est-ce que c'est à cause de cette nature transmédia que vous êtes passé par ce délire de financement participatif au lieu de passer par, je sais pas moi, le CNC ou les trucs quand des jeunes veulent faire ou des gens veulent faire du documentaire, en France en particulier, bon voilà, il y a à peu près des chemins déjà tracés, qui sont compliqués, qui sont over compliqués, surtout quand c'est la première fois que tu te lances. Rien que par exemple pour le CNC, c'est pas forcément easy. Une fois que tu as déjà travaillé avec eux, ça devient plus facile derrière. Mais là, en l'occurrence, est-ce que c'est la nature transmédia qui fait que vous avez voulu passer par Ulule? Pas que, en fait. Si tu veux, il y a vraiment deux choses. Il y a certes le côté transmédia, donc forcément, à partir du moment où tu as un documentaire, mais aussi des jeux jouables dans le même panier, en termes de diffusion, c'est plus compliqué. Parce qu'évidemment, tu diffuses ça sur France Télé, comment tu joues, tu sais pas. Mais en plus, c'est aussi une volonté de raconter l'histoire d'une certaine façon. C'est-à-dire, pour être clair, aujourd'hui, même si c'est en train d'évoluer, mais ça prend un peu de temps, on a quand même un socle qui est qu'on parle du jeu vidéo un peu toujours de la même façon. On a 2-3 thèmes qui ressortent tout le temps. Si tu regardes le JT, tu te tires une balle, limite, parce qu'à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, c'est parce qu'il y a un mec qui a pris un flingue et ça ressemble vaguement à un jeu, machin, etc. Ou alors, c'est vraiment le côté hyper financier du truc, c'est devenu une énorme machine, on fait plein de pognon, regardez GTA, c'est la folie, etc., etc. Ça, effectivement, bon, en tout cas pour la partie thune, c'est vrai. Pour la partie violence, on n'est pas du tout d'accord. Mais bon. Après, garder la main mise sur comment est-ce que tu vas raconter une histoire sur le jeu vidéo sans tomber dans des facilités où justement tu vas aller taper soit sur que des stars, soit sur que des trucs genre attention c'est dangereux ou des conneries comme ça, c'est pas si simple que ça en fait. Donc bien sûr qu'il y a des chaînes qui essayent, etc., etc. Ça va de mieux en mieux. Mais c'est pas si facile et nous, on voulait garder vraiment ce côté à la fois, on va parler du jeu vidéo comme les joueurs le connaissent, mais aussi vraiment en mettant l'accent, et je rebondis sur ce que disait Charles, sur le côté créatif de la chose. Parce que même quand tu as des super trucs sur le jeu vidéo, mais ça reste principalement du making-of en fait. C'est-à-dire qu'on va te montrer, voilà, GTA, comment ça a été fait, tu vois 200 mecs qui bossent dans une salle, et puis ils ont été prendre des photos et tout. C'est super intéressant, mais ce qu'on oublie, c'est, moi c'est ce qui me rend fou, quoi, c'est la comparaison avec le cinéma. C'est-à-dire que moi je suis un fou de cinoche, on connaît tous plus ou moins la vie de Coppola, de Scorsese, etc., etc. Qui est capable de sortir des stars, des noms de stars, à part vraiment, tu vois, le gros gamer derrière les jeux vidéo? Personne. C'est marrant, c'est parce qu'on a fait une émission là-dessus il n'y a pas si longtemps sur la place de l'auteur dans le jeu vidéo. C'est exactement le cœur du projet. C'est exactement ce que je me suis dit en bossant sur une grosse machine à Ubisoft. C'est dit, il y a plein de mecs derrière ça, il y a des gens qui s'inspirent de leur quotidien, qui ont des passions, qui ont plein de choses dans lesquelles ils vont puiser des références, leurs inspirations dans leurs jeux, même sur des gros jeux en fait. Et ça, on ne voit jamais. Et pour rebondir sur ta question, sur ce que tu disais, Franck, par rapport au CNC, on tente aussi des voies classiques. On n'a pas seulement le Ulule pour se financer, mais c'est une
pour nous, c'est aussi un excellent moyen d'abord de jauger la manière dont est pris le projet, de prendre les feedbacks des gens, de former une communauté, puisque en fait, on a tous fait plein de choses avant, mais avec, en tout cas, cette équipe-là, on se lance sur ce projet-là. Et c'est génial parce que c'est aussi une manière, le crowdfunding, de tester des choses, de voir les feedbacks, de construire le projet avec les gens. Sans passer, comme quand on fait un jeu vidéo, où on devrait passer soit par un éditeur et par plein de filtres comme ça avant d'arriver à son public, soit d'aller directement taper son public. Dans le jeu vidéo, ça se fait vachement en ce moment, les early access, les crowdfunding, les Kickstarter, etc. Là où dans le film, et alors encore plus en France, ça se fait pas du tout, quoi. Alors que construire un produit avec son public, c'est génial. Et clairement, c'est vrai que c'est pas systématiquement le cas, mais de te retrouver face à des gens qui vont t'expliquer ce qu'il faut que tu racontes dans ton film, alors qu'ils y connaissent absolument rien et que ça les intéresse pas tant que ça au final, c'est quelque chose qu'on voulait éviter, tout simplement. C'est un truc que j'ai vécu avant, en pitchant le projet à certaines personnes, en essayant de travailler avec des médias plus généralistes, ou en tentant d'approcher les chaînes, puisqu'au début, je connaissais pas justement le monde de l'audiovisuel, et donc d'aller tester un peu le terrain, et tu te prends des réponses, c'est génial, mais revenez dans 5 ans, revenez dans 10 ans, on n'est pas prêt pour ça. Ou c'est génial, mais la ménagère comprendra pas. Ou alors, mais un format de cette longueur-là, mais personne ne comprendra. Vous parlez des jeux, c'est pas mal, mais vous avez pris le créateur de Mario. On m'a dit ça explicitement, tu vois. C'est encore le réflexe. Même sur même sur des personnes qui ont quand même, qui sont un peu technophiles, qui connaissent un peu ça, mais il faut être encore hyper mainstream. Et ces mêmes chaînes-là auraient jamais acheté Indie Games The Movie. Avant de le faire, avant qu'il soit produit. Et il a fallu produire le film pour se dire, on peut parler du jeu autrement, on peut aussi aller voir des auteurs, on peut aller voir le monde de l'indie, on peut faire des choses pertinentes, longues, où on prend le temps de raconter des histoires, et ça peut être intéressant. Mais on a encore à se dire, prouve-le-moi et on verra. C'est intéressant parce que la comparaison Indie Game The Movie, on y pense immédiatement. Donc avec déjà cette approche où vous souhaitez vraiment créer des portraits et donc mettre en lumière un petit peu des personnalités plus ou moins méconnues. Et du coup, c'est vrai que Indie Game The Movie, on suivait des gens qui étaient en train de créer un projet. Alors vous, c'est encore un peu autre chose. Donc là, vous allez vraiment faire des portraits, mais c'est pas forcément lié à une actualité. Genre, ou alors il y a quand même toujours un jeu en cours de développement, ou alors de temps en temps, je sais pas, Mizoguchi a priori, je sais pas sur quoi il travaille en ce moment, et potentiellement sur rien. Donc du coup, vous allez vraiment parler de la personne elle-même, de ses envies, de ses hobbies, etc., d'elle, mais pas associé à un projet. Pas nécessairement. En fait, il faut vraiment voir le film d'abord comme une aventure, road movie. C'est pour ça que tu emploies le terme pour présenter de road movie, c'est exactement ça. À la différence, pour s'appuyer sur Indie Game, qui est un superbe film et qui nous a beaucoup inspiré, bien sûr, qu'on apprécie aussi beaucoup. On s'en distingue par plusieurs choses, donc pour nous, c'est différent, mais c'est une belle évolution pour nous, notre projet. D'abord par le côté interactif, vu qu'il y a des vrais jeux. Aussi parce que, comme tu le dis, on va pas suivre forcément des personnes qui vont nous parler de ce qu'elles sont en train de créer, qui sont dans leur stress, on le voit bien avec Phil Fish et les autres qui sont en train de se dire mais est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va le faire? Là, c'est plus des gens qui sont dans le jeu vidéo, qui font du jeu depuis des années. Certains sont, par exemple, Africa's Legend au Ghana, ils sont en train de le produire en ce moment, donc on va le voir avec eux, ils vont nous en parler. Typiquement, Mark Kelly aussi en Angleterre, ils sont sur leur prochain projet PS4, donc on en parlera aussi avec eux. Mais ce qu'on veut, c'est plutôt montrer globalement ce qu'ils sont en tant que créateurs de jeux, rétrospectivement aussi, comment ils en sont venus là, les filmer chez eux. Mark Kelly, il va faire de la musique avec nous, il va nous montrer ce qu'il peint, etc. C'est plus les montrer en tant que créateurs et comment ils relient tout ça au monde du jeu vidéo. Et comme il y a aussi l'aspect Game Jam, on s'éloigne aussi d'Indie Game The Movie pour ça, parce qu'il y a l'aspect voyage. Indie Game, c'est quand même très américano-centré, on est vraiment que aux US. Là, on a l'approche culturelle, donc on se déplace, je me balade suivi par toute l'équipe et on voit l'image incarner ça en allant essayer de découvrir ces mecs, savoir ce qu'ils font. Et puis il y a l'aspect quête au trésor, un peu, où chasse au trésor, on va récolter un élément auprès de chacun d'entre eux. On va en parler, ça c'est fun. T'avais vu pour faire un jeu. J'ai vu, donc a priori, donc les gens que vous allez voir vont vous filer un item. Exactement. C'est ça, un item, donc ça va être, on imagine du son pour Mizoguchi Sensei, des idées de game design pour la personne qui a taffé sur Journey, dont je oublie le nom. Robin. C'est développer ce délire. Et donc du coup, et ensuite ces 6 objets seront utilisés, ce seront la thématique en fait de la Game Jam. Dans laquelle tous les gens, donc je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a 200 développeurs, une centaine de développeurs qui sont prévus, donc sur 48 heures, vont devoir créer des jeux à partir de ces 6 objets qui ont été fournis par les 6 créateurs qui ont fait l'objet du Tokyo Motor. Exactement. Faut vraiment, le film, c'est une bonne transition, c'est qu'en fait, la première partie, c'est des portraits, disons les deux tiers du film. Pas portraits chiants où il se passe rien, c'est des portraits croisés avec cette quête-là, parce que c'est le côté un peu excitant du truc, c'est qu'on va pas les voir juste pour les découvrir, on va les voir aussi pour récupérer un truc auprès d'eux, donc un item.
et on ramène les 6 items en France, et la deuxième partie du film, c'est la Game Jam. Alors sachant que, tu vois, la différence avec Indie Game The Movie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que dans Indie Game, on suit des mecs, on voit leur côté créatif, leur histoire, etc., par rapport à des jeux qu'ils sont en train de créer. Et nous, on est vachement plus forts. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, les mecs, effectivement, ils sont en train de créer quelque chose, mais ils sont en train de créer nos jeux. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on voit dans l'absolu leurs principes créatifs, etc., etc. Mais l'idée, c'est pas 2 éléments, c'est une suite logique, quoi. C'est-à-dire que ils vont nous donner ces éléments. Avec ça, on va créer des jeux. Pendant la Game Jam, on a des surprises, mais il y aura certains de ces développeurs qui vont participer à la Jam. Et nous, moi personnellement, venant justement du doc, donc c'est plus le côté jeu, moi, qui m'excite, parce que je connais moins cet aspect-là, tu vois. C'est de se dire, on va avoir des jeux qui ont été créés par des meilleurs développeurs au monde, qui bossent ensemble. Ce qui est juste hallucinant, quoi. Et certains seront là, tu vois. Donc tout ça raconté évidemment avec le côté speed d'une game jam, avec le côté pression et tout, parce que c'est du gros délire une game jam. Et puis avec le côté aussi justement délire créatif, c'est pour ça qu'on tient vachement au côté game jam aussi, c'est que on va avoir des jeux pas forcément casu, mais tu vois, des jeux tu peux avoir des jeux super grand public qui vont sortir, mais comme tu peux avoir des trucs complètement barrés avec, je reviens tout le temps là-dessus, mais des contrôleurs en mousse, j'en sais rien, tu vois, en jouant avec la tête dans une boîte à chaussures. Dans une game jam, tu peux avoir ça aussi. Donc on lâche les vannes de la création, mais avec des mecs qui sont des grosses pointures, que ce soit les créateurs qu'on va aller voir ou que ce soit les développeurs français pendant la Game Jam, ce qui nous garantit d'avoir de la créativité maximale, une collaboration unique, mais derrière aussi des jeux qui seront a priori super cool et des vrais jeux jouables, quoi. Sur les jeux, du coup, vous avez un projet, c'est de sortir 12 jeux de cette Game Jam. Il y en aura 6 qui seront accessibles en ligne, donc gratuitement pour tout le monde. Et ensuite, il y en aura 6 qui seront associés à l'exposition. Donc du coup, qui nécessiteront peut-être des dispositifs un petit peu différents, avec justement peut-être la boîte à chaussures et les pads en mousse, mais également de l'écran tactile, également du motion gaming, plein de possibilités. De l'Oculus, tout ça. Parce que comme le dit Franck, l'idée d'une game jam, c'est là où tu peux te lâcher, tu peux exprimer tout ce que tu peux pas forcément exprimer au boulot. Les développeurs sont tous hyper emballés par l'idée de la jam parce que tu te retrouves dans un cadre, tu bosses dans une boîte, même sur un projet que tu adores, que tu kiffes, tu vas être quand même brité selon tes objectifs, ton public, ton directeur créatif, tout ça. Là, c'est le moment où tu peux associer déjà des mecs qui n'ont jamais forcément bossé ensemble, donc une majorité de professionnels, mais aussi d'étudiants qui arrivent, on leur a pas encore dit qu'il fallait qu'ils soient rentables et qu'il fallait qu'ils pensent à un truc bankable et qui vont juste débarquer et se dire moi j'adorais, j'ai une idée de ouf et je me lâche et je la fais. Et on va vraiment encourager cette démarche-là parce qu'à la fin, comme tu disais, les 6 jeux vont être dispo donc, pour tout le monde en ligne. Mais les autres, on va vraiment... déjà, ceux-là peuvent déjà être complètement barrés, parce que quand on regarde les jeux qui viennent de Jam actuellement, Goat Simulator, il vient d'une Game Jam à la base, Surgeon Simulator aussi, Evoland en France, qui est un très beau jeu, qui raconte l'histoire du jeu, ça vient d'une Game Jam. Super Talent Force, Double Fine, qui vient d'annoncer à Ken Slash, vient d'un proto de Game Jam. Donc, t'as des vrais jeux qui tiennent la route, quoi, parce que c'est une question de simulation, donc tu as des vrais jeux encore plus tard. Mais c'est sûr que tu fais pas Call of, quoi. Mais tu fais plein d'autres trucs. Tu fais un proto qui tient la route, qui peut devenir un jeu derrière. En tout cas, qui est déjà jouable à l'issue de 48 heures. Tu peux prendre le jeu et déjà te marrer et avoir des sessions de jeu de malade sur un jeu fait en 48 heures. Et après, bien sûr, que si t'as plus de temps, tu peux l'étoffer, revenir dessus, etc. Mais sur les jeux exotiques, on s'imagine des trucs. Là, on regardait hier à Geekopolis un concept de jeu Oculus où tu joues ça s'appelle Dumpy the Elephant, où tu joues un éléphant. Donc ça a été fait pendant l'Oculus Jam. Donc des mecs qui ont fait des jeux que sur Oculus pendant la Jam et tu joues un éléphant avec ta trompe qui doit défoncer tout le décor, tu vas péter tout le décor en jouant en éléphant. C'est un truc jamais un développeur censé qui veut vendre du jeu et être rentable. Tu casserais les dents là-dessus. Et par contre, c'est génial. Voilà, mais Goat Simulator. Et en même temps, voilà. Après, tu dis et en même temps, Goat Simulator, aucun auditeur aurait dit allez-y les mecs, je vous lâche de l'argent pour faire ça. Ils l'ont fait, ça a marché, tout le monde trouve ça génial maintenant. Donc c'est aussi un super exercice pour faire émerger les idées qui parfois peuvent se transformer en vrais jeux. Nous on dit derrière, s'il y a des jeux qui tiennent la route, on pourra carrément continuer à les développer, en faire d'autres versions ou autres. Okay. Et donc du coup, là en ce moment, vous en êtes tous sur la campagne de financement participatif, vous êtes donc sur Ulule, on le rappelle, et vous demandez 60 000 €. Et donc, est-ce que vous avez là en ce moment, donc c'est en cours de financement, donc ça commence doucement, est-ce que vous avez des objectifs précis? Est-ce que vous avez surtout en fait des vidéos, des choses qui vont arriver, qui vont alimenter un petit peu le site et le buzz autour de ce projet, de manière à ce qu'il soit financé, parce que c'est pas le cas pour l'instant. C'est ça. C'est vrai que déjà, pour parler au global, le financement qu'on demande sur Ulule, c'est une partie du financement. On l'explique bien, on a un petit visuel qui explique ça, une petite map qui explique ça.
Les 60 000 €, c'est une première étape qui nous permet de faire une première version du projet qui tient déjà la route, mais qui veut dire qu'il n'y aura pas forcément tous les voyages ou tous les jeux, parce qu'un projet comme ça coûte super cher. On le dit aussi, on est plutôt transparent là-dessus, on est à 250 000 au total pour faire l'aventure comme on l'a pensé. Et sans ce Ulule, c'est vrai qu'on se retrouve un peu couillon, parce on parlait du CNC, on a d'autres sources, on pense avoir des partenariats, on est en train de travailler tout ça. Mais c'est quand même la première vraie étape. C'est la première vraie étape, parce que derrière, il faut que ça marche, parce que pour nous, faire le Ulule, c'est aussi une manière derrière de potentiellement commencer le tournage, faire une majeure partie du projet, puis faire par exemple un Kickstarter, donc pour toucher une vraie audience mondiale, avoir un vrai contenu. C'est-à-dire faire un Ulule pour faire un Kickstarter derrière. Pour faire notre public, parce que Ulule c'est que français. C'est que français. On fait un peu de la com en Europe et en international sur le Ulule, mais c'est quasiment que français. Donc au final, il y a un point qui est quand même important. C'est pas pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est pas faire un Ulule que pour faire le Kickstarter. C'est déjà avec le Ulule, on assure tout le monde qu'ils auront un film et des jeux. Maintenant, si on veut aller au bout du délire et faire le truc nickel comme on veut le faire, etc., sachant qu'effectivement, un tournage, ça coûte très cher, on va dans 6 pays, ça va coûter une blindaxe, le Japon, l'Inde, je vous raconte pas les emmerdes. Pour faire ça, effectivement, il faut qu'on s'adresse à l'audience française, mais aussi à l'audience mondiale, parce qu'au final, quand il pense, Charles, partout où il va aller, il va parler anglais tout le temps, c'est tout à fait vendable sur les États-Unis. On a déjà de la com là-bas, on a déjà des retours, des gens qui sont super intéressés par ce qu'on fait, etc., etc. Donc c'est plus Kickstarter pour faire la grosse version nickel du projet. Mais dans tous les cas, voilà, le Ulule c'est une première étape, mais pour autant ça permet déjà de faire une version du projet. Mais on s'arrêtera forcément pas là, parce que y a besoin de sous, etc., quoi. Exactement. Et donc l'objectif c'est de finaliser ce road movie documentaire quand exactement ? Alors si on a le Ulule, donc le Ulule se termine le 9 juin, donc si on a le Ulule, on peut commencer à tourner très rapidement, et cet été, et on peut derrière enchaîner avec la Game Jam à la rentrée, avant décembre, et sortir tout ça début 2015, donc disons premier semestre 2015. Ça c'est la version, si je puis me permettre, si on a que le Ulule, ou si on a le Ulule à 200%, où là c'est la fête. Après, si on a le Ulule comme il faut, c'est-à-dire juste pile poil, tu vois, 100%, 60 000 €, l'idée c'est on commence à tourner, comme s'il n'y avait que ça, d'accord ? Ça nous permet aussi d'avoir des premières images à montrer justement et à faire suivre la communauté, puisque comme on le disait, nous, on est vachement avides aussi d'avoir des retours des gens qui nous disent ouais ça c'est pas top, machin, et on lance un Kickstarter en septembre. Clairement, on va pas le lancer juste derrière l'Ulule. Pourquoi ? Parce que lancer un Kickstarter en juillet, c'est se tirer une balle dans la tête, parce que c'est comme en France, en juillet c'est mort, il n'y a plus personne. À partir du 4 juillet, c'est foutu. Et puis ce serait une manière d'avoir du contenu aussi. Exactement. Un vrai nouveau contenu, d'avoir commencé à tourner, d'avoir des belles images. Exactement. Et Kickstarter qu'on lance à la rentrée, pour finaliser le projet, le blé, ça nous permet de continuer à tourner jusqu'à fin 2014. Et là, dans ce cas-là, on organiserait une Game Jam qui serait plus en décembre. D'accord, ok. Pour une sortie qui serait en mars. On va dire en fonction du... Dans tous les cas, on est première partie 2015, si tout va bien. Et si on envisage 2 secondes, ce que je vous souhaite pas du tout, d'autant que à titre personnel, ça m'intéresse vraiment, pixel art, mais si on envisage le worst case scénario, c'est-à-dire que la campagne Ulule n'est pas financée, vous avez quand même du plan B, du C même. D'accord, peut-être ça prend plus de temps, mais... C'est exactement ça, c'est que derrière, ça prendra plus de temps. En fait, si tu veux, l'étape B, scénario catastrophe, entre guillemets, c'est pas une catastrophe, mais c'est qu'il y a quand même certaines chaînes qu'on peut aller voir, qui sont pas forcément des chaînes françaises, qui sont pas forcément, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu tôt, mais qui sont pas forcément des chaînes comme on a l'habitude de connaître actuellement en France, mais qui risquent d'arriver d'ici quelques temps dans le paysage audiovisuel français, et qui ont des modèles de fonctionnement un peu différents. Donc effectivement, ça serait approché pour une approche plus classique entre guillemets de coprod, mais avec des gens qui ont notamment des moyens de diffusion différents, c'est s'approcher aussi de plateformes de téléchargement. Ça c'est l'étape B, et l'étape C c'est le bois de Boulogne. Non, tu peux financer les projets comme ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, on essaie de les envisager, mais on se dit on a vraiment besoin du Ulule, quoi. C'est un projet, donc on sait que c'est super complexe. Les gens se disent en plus, pour nous c'était aussi une tentative, voir un peu comment le public réagissait, ce qui allait se passer. C'est une prise de risque, comme tous les crowdfunding, on le sait.
Sur du France sans communauté, c'est un des premiers qui se fait comme ça. Enfin, en tout cas, demander autant sans avoir déjà une communauté comme c'est Noob par exemple. Là, c'est un des premiers à avoir fait ça. Donc voilà, c'est une manière de jauger un peu ce qui pouvait se passer. Pour l'instant, ça décolle pas, donc on espère vraiment que ça va le faire. On n'a pas cette habitude-là en Europe comme on l'a aux États-Unis. On se le dit souvent, mais c'est une réalité. On le constate, c'est que tout le monde nous dit que c'est génial, que c'est formidable, et qui nous diffuse et qu'on est tweeté et on a des articles dans toute la presse française en permanence, mais pour autant, dès qu'il s'agit de sortir les sous, on n'est pas du tout sur cette logique de financer avant que ça existe, même si on leur assure que ça existera et qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on assure derrière. C'est pas dans la logique. Et c'est vrai que pour l'instant, ça embraye pas et on espère que ça va le faire. Et c'est aussi parce que les gens agissent beaucoup dans l'urgence. Et on les blâme pas parce qu'on fait la même chose souvent à cette personne. C'est vrai, on attend de voir ce qui se passe et puis il reste une semaine et ça s'active. Mais là, c'est vrai qu'on dit aux gens, mais là, on a besoin de vous maintenant parce que c'est aussi grâce à vous que ça monte d'un petit échelon et que d'autres personnes se disent, en fait, ça le fait et ça monte. Donc c'est l'effet boule de neige et un vrai effet d'entraînement. Ouais. Et sachant que par rapport à ça, par rapport au LUL particulièrement, on a carrément créé un plan médiatique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un ensemble au final de 8 vidéos en tout, qui sont diffusées au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, on en a diffusé 5, 4 françaises, une en anglais. Donc un teaser qu'on appelle le teaser US, puisque c'est US plus Europe, on va dire, autre que France. On a encore 3 autres vidéos à venir, plus un truc dont je ne sais pas si on peut parler avec Robin. Qu'on espère avoir. Qu'on espère avoir. Donc on espère une petite rencontre avec les développeurs. Quand vous avez prévu en tout cas, on a prévu la vidéo. J'ai vu d'ailleurs, j'ai jeté un œil évidemment. Donc non, c'est bien, regardez parce qu'il y a du Fred et Jamy, il y a du... non, c'est vrai, c'est drôle. C'est la vidéo promotionnelle. Ça, c'est la première vidéo. Donc sur LUL, il y a le trailer. Dans la section vidéo de notre site, il y a toutes les autres vidéos qui sont diffusées, qui ont été relayées aussi. Mais donc on présente les développeurs, on présente l'équipe, on montre un peu qui on est. Là, on vient d'en tourner une sur la Game Jam qui sortira la semaine prochaine, qui sortira sous peu, où on explique ce qu'est une Game Jam avec différentes personnes, différents développeurs français qui nous expliquent leurs idées, où en plus on sait même rien à faire. Et ça permet aussi de donner aux personnes, de leur faire comprendre qu'on peut faire du vrai jeu et que ça peut être super marrant. Voilà, donc on essaie de vraiment expliquer tous les points du projet. On se rend compte qu'en fait le projet est très compliqué et très gros et que les gens ça leur fait peur. Le public ça se dit c'est un film, c'est des jeux, on dit non. En fait c'est pas compliqué quand on met un peu le nez dedans, mais on comprend que au premier abord c'est pas compliqué. Mais en fait tout est lié. Tout est lié, on se dit voilà, c'est juste voilà, il y a plein de personnes, on va les voir dans le monde entier et on fait des jeux avec eux. Et donc derrière il en découle plein de choses, mais globalement, l'idée, elle est là, quoi. Et c'est une idée, rien que juste en prenant cette idée-là, c'est suffisamment pour nous. On espère vendeur, original, sympa, pour vouloir que ça existe, quoi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le road movie documentaire Pixel Art, rendez-vous sur le site Ulule. Donc là, vous avez justement les vidéos dont on parle, etc. Et tout le descriptif du projet. Donc jetez-y un œil. Et une nouvelle fois, merci à toi, Médoc. Et à très bientôt pour un prochain Extra Life. Merci beaucoup.